Merci à tous d'être venus. Merci au petit public local de s'être déplacé et d'avoir bien préparé ces questions et déjà posté pas mal de choses sur le document partagé. Pareil pour nos amis qui nous rejoignent en ligne. Un public choisi et qui a, je le sais, été attentif et curieux de prolonger le concis et efficace travail de Vincent, qui a publié à l'automne L'énergie du déni, et puis qui vient nous proposer une présentation de son travail. Et puis je pense qu'il est content de pouvoir prolonger cette présentation par un échange avec un public attentif et curieux. Je sais qu'il y a déjà beaucoup de questions qui se retrouvent en ligne. Ce que je vous propose ce soir, donc pour ces cafés en réseau, c'est d'écouter Vincent et puis de lui poser les questions. Moi, je ferai que la redistribution de la parole. Voilà, j'en dis pas plus. La parole est à Vincent. Bon, alors, merci beaucoup, Nicolas, pour ton invitation. Merci au Café Collabs, d'une façon plus générale. À brûle pour point, hein, comme on dit, je me lance. Je sais que le format est un peu particulier ce soir et il me plaît, il m'interpelle parce qu'on va commencer directement par ce qu'on appelle la séance de questions après une conférence habituellement. Et ça me va bien. Alors je vais faire court, en fait, j'ai pas grand-chose à dire moi maintenant. J'ai eu l'idée de réfléchir sur l'échec de la transition énergétique, hein, l'échec constaté de la transition énergétique à partir de 2017 à peu près. À l'époque, je m'étais demandé si... j'ai poussé le raisonnement à l'extrême. Je me suis demandé si, en plus d'être un échec, finalement, cette transition énergétique pouvait même pas être contre-productive. Donc c'est dans un livre précédent qui s'appelle Transition 2017 que j'avais posé l'hypothèse d'un renforcement synergique des énergies, c'est-à-dire que non seulement on n'arriverait pas à faire une vraie transition énergétique, mais finalement plus on la ferait, même plus on augmenterait les émissions de CO2 parce qu'en ajoutant des modes de production d'énergie à ceux préexistants, on finirait par tous les renforcer respectivement, ce qui mènerait à un résultat qui ne serait pas celui attendu. Donc voilà, j'ai posé cette hypothèse en 2017 et puis j'ai traité d'autres sujets depuis et je remercie à nouveau Jean-Marc Gansil d'une part d'avoir évoqué mon travail dans son propre ouvrage et puis finalement en m'évoquant dans son livre Ne plus se mentir, il a en tout cas interpellé son éditeur qui finalement a pris contact avec moi et m'a proposé d'approfondir un petit peu cette question du renforcement synergique des énergies. Et voici donc l'énergie du déni aujourd'hui. C'est un livre dans lequel, effectivement, j'essaye de prolonger l'hypothèse que j'envisageais en 2017 et j'essaye de l'articuler aussi à ce grand mouvement qui est aujourd'hui celui de l'augmentation de deux choses en parallèle. Hein. C'est les émissions de CO2 d'une part et les émissions de promesses. Et vraiment, je ne sais pas quoi faire avec ces récits, ces propositions, ces prescriptions, ces préconisations techniques, technologiques, ces solutions qu'on propose et qui fleurissent, hein, qui foisonnent, on en entend de plus en plus, et en même temps, aucune ne parvient à contrecarrer le moins du monde les émissions de CO2, sinon même, comme je le disais, on a le résultat opposé. Et donc voilà, ce livre approfondit d'une part sur le plan conceptuel l'idée du renforcement synergique des énergies et essaye de questionner, alors c'est un livre très court, hein, de questionner les grands enjeux psychologiques, émotionnels qui sous-tendent ces errances conceptuelles, politiques, prescriptrices, je ne sais plus, et qui font qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à se sortir de cette trajectoire qui n'est pas prometteuse sur le plan écologique et de fait sur le plan de l'avenir de l'humanité dans son ensemble. Mais là, je pense que vous êtes tous bien informés de cette question. Donc je suis ouvert à toutes vos questions et j'espère que ce livre a déjà été suffisamment clair. Et puis s'il y a des choses à préciser, c'est avec grand plaisir. Merci Vincent pour tous ces rappels. En fait, on peut dès à présent distribuer les questions. Alors c'est un petit peu particulier parce que y a quelques questions qui sont déjà rédigées, un peu longues en ligne, mais les auteurs de ces questions
sont dans l'assistance en ligne ou dans la salle, et il y en a sûrement qui ont popé dans les têtes et qui n'ont pas encore été couchés sur le papier, et du coup, il n'y a pas nécessairement d'ordre et de bienséance. Voilà, je ne sais pas qui veut poser la première question à Vincent, et peut-être que par association d'idées, après, ça ouvrira le feu nourri du débat. Je regarde les gens dans la salle chez nous, mais ça peut être en ligne tout autant, hein, si vous voulez vous manifester. Merci Magali. Bonjour. Alors, moi j'avais une question sur la différence faite dans le livre entre la nature des énergies, entre les hydrocarbures et les ENS. Pour les hydrocarbures, donc, on considère que elles sont à l'origine, elles sont, l'énergie est disponible immédiatement. Le pétrole sortait de terre. Et pour les ENS, je comprends qu'il faut d'abord construire une infrastructure. Je voudrais savoir, en fait, à l'heure actuelle, pour les hydrocarbures, enfin pour le pétrole en tout cas, on a besoin de faire des grandes plateformes pétrolières, même en offshore, c'est conséquent. Donc en fait, ça s'assimile aussi à de l'infrastructure. Et donc je voulais savoir si, à l'heure d'aujourd'hui, on peut encore considérer que c'est différent, alors que dans les deux cas, il nous faut un investissement en infrastructure de départ pour aller pour produire, entre guillemets, une énergie. C'est une question qui est vraiment la clé de compréhension de ce qui est pour moi une aporie conceptuelle chez les ENS. Et je le précise tout de suite, je préférerais me tromper de bout en bout dans l'hypothèse que je pose, et que les ENS puissent effectivement se substituer aux hydrocarbures et éventuellement prolonger le fonctionnement de nos sociétés dans les meilleures conditions possibles. Et pour comprendre pourquoi moi j'en doute, il faut vraiment effectivement se poser cette question-là: quelle est la différence conceptuelle fondamentale entre les sources hydrocarbonées et les ENS? Et vous l'avez dit, les hydrocarbures, aujourd'hui, à date, il faut effectivement fabriquer des infrastructures très complexes, de plus en plus chères, de plus en plus coûteuses pour aller chercher des ressources, en particulier le pétrole, de plus en plus profondément, etc. Simplement, l'histoire, donc on pourrait dire, à date, c'est à peu près la même chose que des ENS. Les ENS, je le précise, c'est pour moi les énergies dites de substitution, c'est-à-dire autant le nucléaire que les énergies renouvelables, et même, pourquoi pas, la biomasse, mais j'en parle moins. C'est, à mon sens, la biomasse, il ne faut pas y toucher du tout, parce que c'est une dégradation trop importante du milieu. Donc, on pourrait dire qu'à date, les hydrocarbures et les ENS, c'est la même chose. Il faut investir dans des infrastructures, alors qu'on va manquer de moyens, d'une part parce que les hydrocarbures vont être en déplétion, et d'autre part parce que même pour les ENS, les hydrocarbures vont être en déplétion. Donc on va manquer de la ressource primaire la plus importante pour investir dans les infrastructures. Donc à date, on pourrait presque faire une comparaison pertinente. Sauf que l'histoire n'est pas la même. Et l'histoire n'est pas la même du tout parce que, vous le rappeliez, les hydrocarbures, on les a eus gratuitement et conceptuellement, et c'est là que c'est très important à mon sens, les hydrocarbures ont auto-alimenté la propre croissance des infrastructures qui ont permis de les exploiter. Ça, c'est le premier élément. Mais en fait, ils étaient tellement denses en énergie qu'ils ont non seulement permis de fournir toute l'énergie et puis la chaleur, si je puis dire, pour fabriquer toutes les infrastructures dont ils avaient besoin pour être exploités, mais en même temps, ils étaient suffisamment puissants pour alimenter une économie à côté, c'est-à-dire la croissance d'une société, sur tous les plans. Et en partant de rien ou de zéro, ces hydrocarbures ont fait tout ça. Les sociétés thermo-industrielles et leurs propres infrastructures, jusqu'au pic qu'on est, semble-t-il, en train de plus ou moins passer, sans rentrer dans le détail, aujourd'hui. Et ça, historiquement, c'est une différence fondamentale. Les ENS, elles, à aucun moment, n'ont eu une période de leur histoire où elles s'auto-engendraient. À aucun moment. Ce qui fait que, quand on a des isotopes
qui sortent du sol, les isotopes ne permettent pas directement, par combustion, comme c'était le cas pour le gaz, le charbon ou le pétrole, de fournir un service rendu à quelques personnes qui, en échange, fournissent de la valeur, qui permet de construire un modèle économique qui, ensuite, alimente la construction de l'infrastructure. On ne peut rien faire avec un isotope, on ne fait rien avec du vent comme ça, on ne fait rien avec le soleil comme ça. Il faut d'abord investir considérablement dans les infrastructures. Et de fait, on se retrouve avec une différence qui est finalement assez simple à expliquer. Sur la courbe de l'exploitation des hydrocarbures, on a eu une croissance jusqu'à un plateau et puis ensuite une déplétion. Je peux vous renvoyer vers les travaux de l'équipe STIP. Je tenais à en parler parce qu'ils m'ont... Alors, je n'ai pas pu citer leurs derniers travaux, mais par ailleurs, ces recherches m'intéressent. L'équipe STIP à Grenoble, justement, avec Pierre-Yves Longaretti, Louis Delannoy et Emmanuel Prados, dont les 2 dernières études montrent bien que à partir du moment où on a passé le pic, ça va être très très difficile d'avoir un taux de retour énergétique suffisamment important pour non seulement financer les infrastructures d'hydrocarbures, mais également pour investir dans les ENS. Donc il y a déjà des travaux qui iraient dans le sens de mes hypothèses. Et donc voilà, conceptuellement, les hydrocarbures, ils ont une croissance et puis ensuite une déplétion. Les ENS, elles commencent leur vie au maximum de leur potentiel de production. Il n'y a pas eu de croissance. Et donc en fait, une centrale nucléaire, un parc éolien ou un tapis de cellules photovoltaïques, ça commence sa vie au moment où, après, ça ne peut que se dégrader en termes de services rendus, d'énergie fournie aux sociétés. Alors, je ne dis pas que ça ne fournit pas d'énergie, je ne dis pas que ça ne convertit pas les énergies disponibles dans le milieu, ça le fait, bien sûr, ça peut avoir une certaine inertie, mais au fil du temps, cette énergie fournie aux sociétés ne peut, mathématiquement, je dirais, que se dégrader, se réduire. Le service rendu ne peut que se réduire parce que, c'est ce que je rappelle dans le livre, je vais aller un peu plus loin, votre question est vraiment riche de développement. La grande différence conceptuelle entre les ENS et l'infrastructure qui a fabriqué les hydrocarbures, qui a, on va dire, stocké les hydrocarbures sur la planète Terre, la grande différence, c'est d'un côté une structure dissipative pour les hydrocarbures. La biosphère est une structure dissipative, elle est traversée par un flux d'énergie, et puis elle acquiert certaines propriétés, en particulier le vivant, et le vivant, vous le savez, est la source des hydrocarbures. Une structure dissipative est capable de s'auto-engendrer ou d'acquérir des propriétés par le simple fait d'être traversée par une source d'énergie. Votre corps, une plante, tous les êtres vivants sont des structures dissipatives. L'énergie qui les traverse, l'énergie qu'ils dissipent, leur permet d'acquérir directement des propriétés. Les ENS n'ont pas du tout cette capacité-là. Une ENS, une éolienne, elle est traversée par le vent. Ce vent-là ne fabrique pas l'éolienne. La photosynthèse, la capture de l'énergie du soleil, automatiquement, oserais-je dire, directement fabrique l'infrastructure de la plante. Elle sait le faire, c'est une structure dissipative, vivante. On pourrait parler de négantropie, ce concept un petit peu délicat à manipuler, mais en tout cas, elles sont autonomes pour auto-engendrer, pour engendrer leurs infrastructures, ce qui n'est pas du tout le cas des ENS. Donc, à mon sens, et je conclus pour répondre à votre question, à mon sens, les ENS, intrinsèquement, sont incapables de s'auto-entretenir et sont voués à un déclin qui devrait suivre, en toute logique, celui de l'énergie extérieure qui leur permet d'exister, et c'est celui des hydrocarbures. Donc, je ne pense pas que les ENS soient du tout capables de se substituer aux hydrocarbures, et elles suivront leur fin de vie selon la plus grande probabilité. Bonsoir. Moi, j'avais une question de compréhension par rapport à une citation que je vais donner. Donc, l'humanité, comme la vie, ne protège ni ne préserve jamais son milieu. Elle l'exploite et le détériore pour satisfaire ses propres besoins et continuer d'exister. Ok. Alors, j'ai un problème. Alors, l'humanité, je comprends, mais c'est par rapport à la vie qui ne préserve jamais son milieu. Alors, je me demande est-ce que c'est totalement vrai, si on revient un petit peu aux origines. La vie est apparue dans la mer, elle est sortie, elle a organisé des milieux qui se sont créés progressivement, donc il y a une certaine loi d'organisation du fait de la vie. Et est-ce qu'on peut dire, donc c'est une première question, est-ce qu'on peut vraiment dire ça de cette façon? Est-ce qu'il n'y a pas de la négantropie, comme on a dit tout à l'heure, quelque part? Et la deuxième, c'est, tout à la fin du bouquin, on parle de singularité écologique,
Et est-ce que justement l'humain n'aurait pas intérêt à s'inspirer des lois de la vie en général pour pouvoir se rapprocher d'un état limité d'entropie? Alors à nouveau, deux excellentes questions. Vous me dites si je suis trop long ou si je manque de clarté, mais alors la première question, elle est fondamentale parce que je pense qu'elle est héritée d'une construction cognitive qui est assez typique de nos sociétés, de nos cultures, on va dire, qui ont tendance à inverser le sens de la causalité et à estimer qu'il y a des choses qui se produisent un peu comme ça, par magie. Et oui, il est possible d'affirmer que la vie, au préalable, au départ de son existence, ne fait que dégrader son milieu. En fait, elle ne peut pas faire autrement que dégrader l'état de son milieu pour acquérir les ressources dont elle a besoin. Donc je pense que là, on est sur un socle scientifique et biologique très solide. Il n'y a pas de cellules qui puissent se constituer sans avoir pris les éléments dans le milieu. Voilà. Donc le milieu est dégradé. Alors bien sûr, il y a une structure qui apparaît, mais cette structure ne peut maintenir son état justement qu'en étant traversée par un flux d'énergie ou en stockant une partie, ce qui lui permet de l'exploiter. Et c'est la seule raison pour laquelle le vivant ne fait pas que dégrader son milieu, c'est parce qu'il y a un flux d'énergie extérieure suffisamment stable pour que cette dégradation soit compensée. C'est la seule raison. C'est-à-dire que, et je donne un exemple dans le bouquin, si un écosystème subit, alors par exemple, une éruption volcanique comme il y en a eu il y a 2 jours là, imaginons que le nuage passe par-dessus un écosystème extrêmement riche, parfaitement autonome dans sa capacité à générer de la complexité, dans la mesure où il est éclairé par suffisamment de lumière. Ben voilà, le nuage de l'éruption volcanique dissimule pendant quelques jours, peut-être quelques mois, la lumière, peu ou prou. Eh bien, les capacités de cet écosystème à générer de la complexité vont se réduire. Et là, le niveau de dégradation pourra être presque mesuré, c'est-à-dire qu'il y aura des éléments qui ne seront plus intégrés au cycle du vivant dans cet écosystème et qui vont se retrouver à l'état, l'entropie aura fait son travail, et donc on va avoir des accumulations de déchets. Voilà. Mais ça, c'est vraiment, il faut bien comprendre que si la vie ne peut se perpétuer, apparaître et se perpétuer, ça n'est que parce qu'il y a un flux d'énergie extérieure, grâce à cela. Et c'est là où nous sommes piégés intellectuellement, cognitivement dans les récits, c'est qu'on a vraiment l'impression, je pense qu'on hérite encore d'un fantasme vitaliste dans nos imaginaires. On a encore l'impression, et je pense que même c'est encore écrit de cette façon-là, on a encore l'impression que la vie est capable par elle-même d'exister. Qu'elle a cette force en elle qui fait qu'elle est capable de se déployer, de conquérir des écosystèmes, des milieux nouveaux, comme vous l'avez dit. Mais ce n'est pas elle qui fait ça. Ce n'est pas elle en tant qu'être, en tant qu'existant, en tant qu'essence, pas du tout. Elle ne le fait, elle a les capacités de le faire, mais uniquement parce qu'une source d'énergie lui permet de le faire. Et donc en rétablissant ce sens de la causalité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vie sans soleil, pour faire encore plus court, eh bien on se retrouve, nous, avec le même problème. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrête de dire que nous sommes, par la force de la pensée ou par nos capacités propres, capables de faire fonctionner nos sociétés. Ce n'est pas du tout le cas. Ça n'est possible que parce qu'il y aura suffisamment d'énergie pour maintenir le niveau d'exigence de nos sociétés thermo-industrielles. Et là, il faut bien replacer que, parce qu'on entend très souvent que finalement l'écologie, ça n'est qu'un débat politique. Oui, c'est aussi un débat politique, évidemment. Sauf que l'énergie, ce n'est pas un débat politique. L'énergie, c'est quelque chose qui est disponible uniquement de façon limitée dans un système fermé. C'est notre cas. Je fais une petite parenthèse. Il a très longtemps et très souvent été dit qu'il n'y avait pas de problème avec les ENS, parce qu'en fait, en particulier les ENR, parce qu'en fait, la Terre, c'est un système ouvert sur le Soleil, donc il y a un flux d'énergie permanent, donc les ENS pourront très bien pourvoir à leurs propres besoins. Non, je l'ai dit tout à l'heure, ça n'est pas possible. La planète Terre est un système ouvert, mais le déploiement des ENS constitue un système fermé sur les ressources dont elles ont besoin, et la capacité des sociétés à exploiter ces ressources pour faire des ENS. Donc c'est un système fermé, hormis le flux d'énergie. Bien. Et pour répondre à votre question, à votre deuxième question, est-ce que l'humain, dans cette idée de singularité écologique que je propose, pourrait s'inspirer du vivant pour mieux aborder l'avenir ? Alors,
quelques mots sur la singularité écologique. C'est un pied de nez, et vous l'aurez compris, un pied de nez à la singularité technologique, qui est pour moi largement une aporie conceptuelle, même si c'est peut-être la fantasmagorie technico-économique qui reçoit le plus de subsides et de subventions ou de financements divers et variés aujourd'hui. C'est vraiment fantastique à quel point c'est quelque chose qui porte des fantasmes, cette singularité technologique. Et bien, le pied de nez que je lui fais, c'est de dire que cette singularité technologique ne dépassera jamais les limites physiques du réel, les limites de la thermodynamique, et qu'il vaut mieux réfléchir en termes de singularité écologique. Alors, les modalités de celle-ci, moi, je ne les connais pas, parce que je pense d'abord que c'est un travail collectif à fournir, que de réfléchir à l'intégration des limites. Je peux pas. Je suis quelqu'un qui. Enfin, j'essaye de ne pas me positionner en tant que prescripteur. Je trouve que c'est extrêmement délicat à un moment de l'histoire de l'humanité qui est peut-être le point d'orgue de son évolution, c'est-à-dire 300 000 ans d'évolution d'humains, qui se retrouvent aujourd'hui à voir cette histoire réduite aux choix ou aux opinions ou aux idées de quelques-uns qui disent ben voilà, 300 000 ans d'évolution, il suffit de faire ça, on va y arriver. Je me garde de ce type de posture que je trouve assez embarrassante et à mon sens pas forcément heureuse sur le plan politique, du coup. Voilà, parce qu'on a tendance à écouter ces fantasmes pour faire des prescriptions et je pense que c'est contre-productif. Donc c'est un travail collectif, intégrer les limites, et peut-être que, oui, on pourrait s'inspirer du vivant, mais alors là, on se retrouve avec un problème assez contrariant, c'est qu'on sait à peu près ce qu'était une humanité déjà parfaitement humaine, dont les actions étaient régulées par le milieu naturel, et c'était, voilà, il y a 40 000 ans, mettons, quelques millions d'êtres humains sur toute la planète. 6 millions à peu près au maximum jusqu'aux premières grandes révolutions techniques qui ont fait que, par l'agriculture, etc., qui ont fait l'histoire qu'on sait aujourd'hui. Donc oui, mais il faut bien comprendre les enjeux de ce que ça veut dire que de réintégrer les contraintes de la régulation par le milieu naturel. Ce que ça veut dire sur le plan des acquis aujourd'hui, sur le plan voilà, de la gestion de la santé. On est en pleine crise sanitaire, on voit à peu près ce que ça pourrait vouloir dire de ne pas avoir de moyens techniques très modernes pour se soigner ou pour éviter les problèmes. Ce que je peux entendre dans votre question, c'est que oui, bien sûr, il faut trouver des arbitrages, et c'est d'ailleurs un petit peu l'axe de la fin du livre, il faut trouver des arbitrages qui ne soient plus ceux d'un développement aveugle, par exemple dans la santé, de technologies extrêmement performantes, mais qui ont maintenant, on le voit bien, des effets dont on sait qu'ils sont contre-productifs. Parce que oui, la médecine moderne, ben, c'est, je crois, à peu près 5% des émissions de CO2 pour elle, dans nos sociétés en tout cas. Et donc oui, ben, avoir une médecine de luxe comme on en a une, c'est aussi impacter la santé des humains de demain, évidemment. Et on le sait, il y a, voilà, le Shift Project travaille sur ces questions-là. On le sait, on l'intègre progressivement, donc on intègre, comme vous le disiez, les limites que le milieu naturel donne habituellement, les régulations démographiques, les maladies, etc. Il faut les réintégrer. Donc on va rentrer dans des périodes d'arbitrage délicat entre se soigner aujourd'hui pour aussi bien que possible, sans trop tirer sur les moyens technologiques trop impactants pour éviter que les humains de demain soient trop malades, eux. Je pense que si on doit garder en perspective cette singularité écologique, c'est dans la finesse des arbitrages, dans le fait, dans la persuasion qu'on doit avoir que chaque choix qu'on fait a des impacts court terme et long terme dont il faut estimer au mieux l'importance pour que les arbitrages ne soient pas source de rancœur par les humains de demain. Voilà. On a oublié de penser aux humains de demain jusqu'à aujourd'hui. On va essayer de le faire autant que possible aujourd'hui, à partir de maintenant. Et c'est tout ce que je peux dire pour l'instant. Cette singularité écologique me pose la question à moi aussi. Je préfère être honnête, je n'ai pas lu le bouquin. Vous avez dit que vous n'étiez pas prescripteur, et j'entends tout à fait ce point de vue.
Par rapport à tout ça, la technologie est tout à fait critiquable, en tout cas la high-tech et notre mythe justement de l'efficacité absolue et tout ça. Je voudrais simplement avoir votre point de vue sur éventuellement la possibilité des low technologies, ce courant de pensée, et de savoir si selon vous c'est soit une illusion supplémentaire ou alors si c'est quelque chose justement qu'il faudrait suivre et qui nous permettrait justement de petit à petit réduire nos impacts afin d'arriver de plus en plus vers une société soutenable pour nous et les générations futures. Eh bien, quand j'ai fondé l'association Adrastia il y a 8 ans, on s'était fait une blague en interne qui était celle d'avoir un gage quand on utilisait le terme solution, parce qu'on voyait bien qu'en fait, ce qu'on investissait comme des solutions, c'était souvent des illusions. Et je pense que si on considère les stratégies qu'on peut mettre en place à partir de maintenant comme n'étant pas nécessairement des solutions, mais des aménagements, et parfois des aménagements nécessaires, je pense que les low-tech rentrent parfaitement dans ce cadre-là. C'est pas une prescription en soi. Malgré tout, je peux dire que oui, il faut investir tout ce qui peut un jour servir, même si ça ne sert pas. Parce qu'on ne sait pas. Dans le livre, je rappelle quelques points brièvement, c'est pas mon domaine, c'est pas ma formation, mais je voulais quand même en parler, la théorie de la complexité, la théorie de l'information, et le fait que, eh bien, on ne puisse pas du tout prédire la forme de l'avenir. Aucun humain ne peut faire ça. On ne peut pas prédire la forme de l'avenir, par contre, on peut prédire ou envisager des grandes trajectoires, parce que là, la thermodynamique et voilà, le fonctionnement d'une biosphère dans les grandes lignes, c'est non pas prédictible en grain fin, mais on peut estimer des grandes trajectoires, c'est ce que fait d'ailleurs le GIEC sur le climat. Donc, on ne peut pas vraiment prédire la forme de l'avenir, par exemple, les choix politiques qui seront opérés dans les temps qui viennent, ou les technologies qui vont vraiment être utiles plus que d'autres, ou les techniques qui vont être utiles plus que d'autres. La forme précise de l'avenir, personne ne peut la connaître. Donc, il est en soi, à mon sens, intéressant d'explorer tout ce qui peut se proposer, tout ce qui peut être proposé. Alors, on retournera mon argument en disant, mais oui, si on peut tout explorer, pourquoi ne pas explorer la technologie la plus aboutie, la plus énergivore, et finalement réinvestir le transhumanisme et toutes ces fantasmagories d'affranchissement du monde matériel par téléchargement de nos esprits dans les ordinateurs. On pourra retourner mon argument. Eh bien, même si je ne suis pas prescripteur, si j'ai un avis à donner, je pense qu'il est intéressant d'explorer les low-tech en tant qu'elles seront toujours un peu là quand d'autres technologies trop énergivores cesseront d'être utiles. Donc oui, moi je n'ai aucune réserve à explorer, même si ça ne marche pas. Alors, d'un point de vue purement physique, si on arrivait hypothétiquement à consommer comme énergie, à ne se limiter en consommation d'énergie qu'au flux strictement entrant, c'est-à-dire au flux solaire, normalement, hypothétiquement, on serait en mesure de garder une stabilité dans le système si nos dépenses d'énergie servaient aussi à réparer le désordre que toutes nos transformations créaient derrière elles. En tout cas, d'un point de vue purement physique. Donc après, c'est vrai que peut-être que le facteur limitant ici, ça semble être la faible quantité d'énergie solaire qui nous parvient ou qu'on arrive à capter. Mais si on arrivait théoriquement à faire sauter cette barrière et à capter plus d'énergie solaire, et que toute l'énergie captée servait aussi à remettre de l'ordre derrière les transformations qu'on engendre, on pourrait imaginer quelque chose de viable. Mais c'est très théorique. Ce modèle, avec des technologies. Alors, ça pourrait être toute forme de technologie. C'est vrai que la seule technologie aujourd'hui qui fonctionne de façon viable, c'est juste les plantes, c'est-à-dire que c'est des panneaux solaires qui captent l'énergie du soleil et qui sont capables, de manière autosuffisante, de réparer le désordre que ces transformations créent. Alors après, je ne sais pas si on peut appeler ça une technologie, mais bon, on voit que c'est en tout cas possible. En fait, ce que vous décrivez, c'est une biosphère avant le développement des techniques que nous avons développées, ne serait-ce que la sagaie ou le harpon pour mieux chasser. C'est-à-dire que là, on a soustrait au milieu plus d'énergie que ce milieu n'était capable
plus de matière et d'énergie que le milieu n'était capable d'en renouveler par lui-même par le seul flux du Soleil. Donc oui, ce que vous décrivez là n'est pas impossible, on l'a déjà vu. Simplement, c'est ce que je disais à monsieur tout à l'heure, réinvestir ce modèle-là, c'est ne limiter notre consommation d'énergie qu'à l'alimentation finalement. Et c'est très peu par rapport à ce que nous consommons comme énergie aujourd'hui, et probablement que sans technique agricole, c'est peu de gens aussi. Voilà, c'est ce que j'ai exprimé tout à l'heure. C'est difficile de s'en servir, et même je me l'interdis, c'est difficile de se servir de cette perspective comme prescription. Là, vraiment, je me l'interdis parce que c'est un implicite terrible. Ça veut dire qu'il y a X milliards d'humains qui devraient ou qui doivent disparaître afin que l'humanité résiduelle retrouve un mode de vie qu'on estimerait vertueux de notre point de vue, très confortable d'aujourd'hui. Moi, je trouve que c'est d'une violence extrême et que certains discours qui investissent plus ou moins clairement ce type de fantasmagorie, anti-civilisation, anticapitaliste, qui réfute en bloc l'histoire de l'énergie, l'histoire des hydrocarbures, et qui la rejette sans nuance, porte l'implicite que sans ça, sans cette histoire des hydrocarbures, il n'y a pas autant d'humains du tout. Et donc, c'est dire aux gens, oui, on rejette la civilisation et le capitalisme, et puis disparaissez, quoi. Voilà. Et donc, ça, c'est vraiment, je suis parfois un peu nuancé sur certaines choses, le low-tech, pourquoi pas, mais les discours tranchés sur l'abandon de ce qui fait nos sociétés aujourd'hui du jour au lendemain, moi, je trouve ça extrêmement dangereux, et c'est, sur le plan politique et idéologique, ouvrir la porte à bien des obscurantismes, même si on ne s'en rend pas compte. Je voulais éventuellement parler du collapse washing. C'est un terme que j'utilise dans le livre. C'est ne pas tout dire sur la réalité des enjeux demain, glisser sous le tapis les informations qu'on ne veut pas trop voir, c'est générer de la violence pour demain. Et ça, je le crains encore plus que s'abstenir de faire des prescriptions. Si j'ai une posture à tenir, c'est celle de ne pas raconter n'importe quoi pour éviter que ça se retourne contre la société elle-même un jour. Ne pas raconter que l'hydroxychloroquine soigne le Covid parce que ce sont des germes dont on pouvait deviner la dangerosité il y a 2 ans. Ce sont des germes de division sociétale. Ce sont des moyens d'instrumentaliser les discours contre les gens et au profit d'à peu près toujours les mêmes qui retournent ce type d'informations nocives et toxiques dans leurs intérêts. On le voit bien aujourd'hui. Donc en écologie, encore plus que dans tout autre domaine, puisque c'est la totalité de nos problèmes, l'écologie, c'est pas que la santé, faut arrêter de dire n'importe quoi. Parce qu'on est sûr de n'avoir que des Trump et des Bolsonaro au pouvoir pendant les 100 années qui viennent. Et ça, vraiment, c'est très important pour moi. Nicolas. Quelqu'un en ligne ou quelqu'un en ligne. Bon, alors ça peut être moi. En même temps, je pense que c'est une remarque et une question, ça pourrait s'inscrire dans la continuité du point que tu es en train de développer. La remarque, c'est que dans le livre, je te vois rencontrer les travaux de Thierry Ribaud avec intérêt et considération, et je voulais savoir si tu allais développer ou si c'était justement une façon d'alerter contre certains X-washing supplémentaires, ce problème de la place que prend la résilience dans les représentations et les éventuels projets d'avenir autour de la gestion de la faillite écologique du monde. Donc première question, c'est jusqu'où est-ce que tu rejoins Thierry Ribaud? Et puis plus globalement, par rapport à tes travaux antérieurs, je crois comprendre que allez, j'ose le mot, que tu te risques plus qu'auparavant à quelque chose de l'ordre de l'indication de direction plus souhaitable que d'autres, surtout pas de solution, tu l'as développé. Je voudrais te demander quelle méthode, quels outils éventuels, conceptuels, tu envisages pour au moins avaliser des choses de bon sens et souhaitables, pour commencer à les prioriser, si j'ai bien lu, mais je peux m'être trompé. Et je peux ne pas avoir été suffisamment clair et ne pas avoir suffisamment approfondi certains points, à plus forte raison que le livre est court.
Je parle de résilience de très nombreuses fois dans le livre, pas seulement en citant Thierry Ribaud, dont je ne partage pas la totalité des analyses. En revanche, effectivement, il avait quelques lignes qui m'ont séduit. Séduit, ça veut dire que j'ai été, moi, pris par des émotions. Je suis peut-être un petit peu sorti d'un cadre purement analytique, et je pense que toi qui connais bien l'histoire de l'étude de l'effondrement et de la collapsologie, je pense que tu le comprends. Je suis convaincu qu'il y a eu des investissements de termes par des prescripteurs, pour le coup, qui s'avèreront et qui s'avèrent déjà contre-productifs, voire toxiques, et en particulier cette notion de résilience qui est galvaudée à un niveau vraiment où là le discours se retourne contre les intérêts de l'écologie directement. Et je cite aussi La grande adaptation de Romain Felli. Et dans ce livre, Romain Felli reprend l'histoire de la construction des concepts que nous utilisons au quotidien aujourd'hui dans l'écologie. Adaptation, résilience, les mots m'échappent, mais tout ce qui nous permet aujourd'hui d'estimer, de parler même de notre avenir. Et la résilience est un terme qui, je vais le redire, mais qui vient de la thermodynamique, qui veut dire, qui décrit en gros la capacité d'un matériau ou d'un système à retrouver ses caractéristiques ou sa forme initiale après un choc, après une déformation. Et Romain Felli explique dans son livre que certains concepts issus de la biologie ou de la physique, en fait, ont été amenés dans des textes parfois très scientifiques, écrits par des scientifiques, mais avec une version, une acception qui correspondait assez bien à l'époque des années 60, 70, 80, qui était la croissance économique, la croissance technologique. Et on a transformé ces concepts, l'adaptation et la résilience en particulier, en disant que ce sont des concepts positifs et que une société résiliente, c'est-à-dire qui retrouve après une déformation, un choc, après une crise, un choc, ses propriétés initiales, c'est bien. Et là, on a un problème. Et Arthur Keller, en ce moment, nuance beaucoup sa propre... Arthur Keller, que vous pourrez trouver facilement sur les réseaux, et son travail aussi, nuance son propre usage du terme de résilience, parce qu'en fait, ce que Romain Felli montre dans son livre, c'est que ce terme-là est un terme utilisé par le néolibéralisme pour se justifier dans sa croissance et le développement technologique. Aujourd'hui, et c'est là où je peux rejoindre en partie Thierry Ribaud, aujourd'hui, la résilience sur le plan politique est utilisée pour faire entendre aux gens que déjà, c'est quand il y a un problème, débrouillez-vous, parce que vous êtes résilient, donc vous êtes fort, et puis la résilience, le résultat, ce sera que vous allez retrouver tout le confort d'avant la crise. Et c'est doublement faux. Déjà, la résilience est une responsabilité collective et a fortiori de l'État ou des responsables, s'ils sont identifiables, du problème. En fait, Thierry Ribaud parle de Fukushima et de ce qui s'est passé après la crise nucléaire au Japon, et il explique comment ce terme a été utilisé pour finalement légitimer une politique d'évitement de l'accusation des élites et des industriels pour rejeter la responsabilité sur les personnes qui étaient dans l'environnement de Fukushima. Donc, il faut être... je me suis peut-être un peu emballé en parlant trop de résilience peut-être dans ce livre, mais vraiment, je pense que ne pas l'utiliser, avoir oublié sa définition première et ne pas voir comment ce terme est retourné contre lui-même par sa transformation sémantique, conceptuelle, est, je pense, un piège que l'écologie se porte à elle-même, dans lequel l'écologie est tombée et dont elle n'arrive pas à se sortir. Allez, Arthur Keller, pour reprendre ses propos et les nuances qu'il apporte aujourd'hui, dit très bien que la résilience et l'écologie, ça n'a pas forcément grand-chose à voir. Une société qui résilie, si c'est une société thermo-industrielle qui consomme énormément d'énergie, si elle retrouve le même fonctionnement après une crise, elle continue à perpétuer les travers et sa pollution. Donc, je conclus sur cette première partie de ta question. Dans la transition énergétique, si elle est faite pour rendre nos sociétés résilientes, et là c'est un point argumentaire de mon travail,
eh bien, elles continueront à exploiter des hydrocarbures plus longtemps que s'il n'y avait pas eu de transition énergétique. Voilà. Alors pour le coup, la crise sanitaire qu'on vit en ce moment en serait peut-être un exemple, mais il faudrait faire des calculs a posteriori. La crise sanitaire a impacté, vous le savez, l'économie, la consommation d'énergie, et après coup, on voit bien que elles ont tenu le coup, les sociétés, et les investissements qui sont faits maintenant pour sortir de la crise, ce n'est pas du tout les ENS. Massivement, ce n'est pas les ENS. À la sortie de crise, on réinvestit dans les hydrocarbures. Donc ça, c'est un exemple, à mon sens, qui montre qu'on va, à mon sens, écrire un beau récit de résilience fondé sur les ENS qui promettent, quand il y aura une crise, de s'en sortir différemment, mais ça n'est pas ce qui va se réaliser dans les faits. Je crois vraiment qu'il faut désinvestir le retour à l'état initial que nos inconscients fantasment, alors que ça n'arrivera plus. Et voilà. J'ai oublié peut-être la deuxième partie de ta question qui était... maintenant que tu t'ouvres plus que peut-être auparavant, si j'ai bien lu et si je t'ai bien entendu en dehors dans tes interventions récentes, maintenant que tu t'ouvres à, non pas de recommander, mais au moins d'avaliser un peu plus certaines solutions que d'autres, quels outils, quelles méthodes, si ce n'est, donc ça ne peut pas être de la prospective personne n'aurait de boule de cristal. Enfin, comment tu fais pour justement avoir une sorte de compas moral dans ce qui arrive? Par défaut, j'ai, je pense, à peu près circonscrit, ou en tout cas tant soit peu circonscrit, les seules choses à faire si vraiment on veut réduire l'impact environnemental. Ça, c'est le point de départ. Que faire si on veut vraiment réduire l'impact environnemental? Et là, il faut remonter un petit peu dans l'échange de ce soir et se rappeler qu'on a tendance à inverser la causalité et on oublie que l'énergie, c'est toujours ce qui permet aux choses de se produire. Et en fait, dans l'écologie aujourd'hui, par exemple, on dit aux gens, il faut changer de modèle de consommation. Il faut absolument ne plus acheter tel produit et acheter tel autre, limiter telle ou telle quantité de déplacements, voyages, etc. Mais ça, ce sont, à mon sens, des prescriptions en aval, trop tard, alors que si on veut vraiment empêcher la destruction de se faire, il faut arrêter de demander en amont au système de générer les transformations, de faire des transformations qui produisent de la richesse et de la valeur. Et donc ça, à mon sens, sur le plan prescripteur, c'est un changement complet de paradigme qui n'est pas présent en fait dans l'écologie. C'est pas ça qu'on dit, il faut changer de modèle de consommation. Moi je dis il faut réduire ses revenus. Réduire ses revenus ou réduire le PIB d'un pays. Et évidemment à l'échelle mondiale. Pourquoi? Parce que quand on arrête de solliciter le système qui génère des dégâts, immédiatement en fait, on l'empêche de générer ces dégâts qui sont irréversibles. Alors que si on ne fait que réfléchir en aval, et je pense que c'est pour ça que c'est le discours dominant aujourd'hui, si on ne fait que proposer de changer de consommation, finalement, le capitalisme est très tranquille. Il est toujours sollicité autant pour fournir autant de revenus aux gens ou autant de PIB à chaque pays. Donc tu me demandais quel était le point de départ pour garder une ligne morale. C'est discriminer ce qui est vraiment efficace de ce qui, pour l'instant, est fantasmagorique. Ça, c'est un premier point. Pour autant, je ne dis pas que c'est possible. Je ne dis pas que moi, vous et un pays peut décider de réduire son PIB ou ses revenus à quelque échelle qu'on se trouve. Par contre, en sachant ce qu'il faut faire, mais que peut-être ça n'est pas possible, moi, en tant que citoyen, en tant que sujet, je peux me positionner et faire des arbitrages. Parce que je peux voir la réalité des efforts que je dois faire, et ce qui m'en empêche, ça va de mes propres émotions, de mes propres liens avec mes amis, mes proches, auxquels je ne veux pas forcément faire de mal, mes propres besoins en santé. Ça peut être les battements de cœur que je peux avoir quand un nouveau-né arrive dans ma famille. C'est des arbitrages que je peux faire et que je peux verbaliser de façon cohérente et honnête, parce que je sais en réalité ce qu'il faudrait faire et à quel point je suis corrompu en ne les faisant pas. Et du coup, sur le plan moral, je peux me regarder dans la glace en disant là, je n'ai pas été très clair, mais moi, je le sais. Je n'ai pas été très honnête, je n'ai pas été jusqu'au bout du raisonnement, mais je le sais. Et du coup, je peux rétablir un lien avec mon prochain qui est... on peut discuter, parce qu'on sait ce que je ne fais pas bien. Ou
Je peux rétorquer à quelqu'un qui me raconte n'importe quoi sur le plan de l'écologie, mais là, il me semble que tu te trompes, et on peut repartir sur une base saine de discussion. Ça, c'est le premier axe. Toujours réfléchir en amont plutôt qu'en aval. Je vais déborder un petit peu et parler de philosophie des sciences et de métaphysique un peu. Je suis très sensible aux travaux de Carlo Rovelli et Michel Wittbol, des contemporains, qui s'interrogent sur la substance du monde, qui ne serait pas telle qu'on la conçoit habituellement, un assemblage d'objets et qui forment les structures du réel, etc., mais plutôt l'idée que les objets eux-mêmes n'existent pas, mais que les objets ne sont que des interactions et ils sont définis par les liens qu'ils ont avec d'autres objets. Et qu'en soi, un objet, ça n'existe pas. Ben ça, c'est un renversement conceptuel qui m'intéresse énormément. Je n'existe pas en tant que moi-même, je n'existe que, encore une fois, parce qu'un flux d'énergie m'est accessible, par mon alimentation et par tout mon confort. Je suis le résultat d'une histoire passée. Je suis le produit d'une société capitaliste, consumériste, qui suit des récits de la liberté, et je suis le produit de ça. Donc, en repartant des causalités externes qui me font être, plutôt qu'en partant de mon esprit qui serait censé régir le réel et le transformer juste parce qu'il l'a décidé, eh ben j'ai l'impression de me comporter et de m'exprimer de façon très très différente envers mon prochain. Et je ne crois pas que l'écologie travaille de cette façon-là aujourd'hui. Ou l'écologie prescriptive, l'écologie politique. Elle désigne des stratégies à adopter à partir d'un point de vue centré. Les sociétés thermo-industrielles libres décident d'un avenir, raisonnent à rebours et estiment que cet avenir-là est possible. C'est typiquement le cas de la transition énergétique. La toute-puissance de la société thermo-industrielle se convertit en promesse, en fantasme prométhéen que l'énergie, ce n'est pas un problème, on en aura toujours parce qu'on va faire une transition. Mais c'est une grave erreur conceptuelle qui n'aurait peut-être pas été possible si on n'avait pas pensé à partir de soi, en tant que sujet de la société thermo-industrielle, mais en tant que résultat d'un processus évolutif à la fois très ancien et très complexe. Donc, ma position morale, c'est celle-ci, c'est pouvoir convoquer tout ce qui est extérieur à moi quand on me demande comment je fais des choix, des arbitrages, et comment je me situe par rapport à mon prochain. Ma morale, c'est de dire à mon prochain, ben oui, on a un problème commun, c'est qu'on ne va pas arriver à faire des choix parfaits. Parce qu'on n'a pas la main sur tous les éléments qui font qu'on est aujourd'hui ce qu'on est. Merci pour cette réponse. J'aurais pu trébucher, mais je ne veux vraiment pas monopoliser le fait d'avoir la chance de poser des questions. S'il y en a d'autres. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je comprends que vous parlez de décroissance et de décroissance concordée, disons, pas radicale pour les effets sur les gens que vous avez évoqués. Mais avant, vous avez parlé aussi d'énergie de substitution. Vous mettez ensemble le nucléaire et l'énergie renouvelable. Et donc, je n'arrive pas vraiment à comprendre le débat, parce qu'aujourd'hui, le débat, c'est nucléaire ou renouvelable. Et vous dites, non, il n'y a pas vraiment ce débat c'est inutile. Peut-être il faut rester sur les énergies fossiles, parce que vous ne l'avez pas dit, mais le risque, c'est ça. L'énergie fossile, mais plutôt essayer de faire de la décroissance avec l'énergie fossile plutôt que chercher, disons, des rêves d'énergie plus propre qu'il n'y a pas vraiment. Est-ce que c'est ça votre point de vue? Vous le dites de façon assez claire. Il faut absolument se demander quel est le rôle du conflit dans les sociétés humaines. Et une des hypothèses que j'explore depuis assez longtemps maintenant, c'est en quoi le conflit dans les sociétés humaines n'a pas du tout pour projet de résoudre les problèmes, mais de les entretenir. Et de maintenir une espèce de défausse permanente qui permet d'éviter les questions fondamentales. Alors, vous le dites très bien, j'ai vraiment le sentiment que le débat sur l'énergie évite de se poser la question de l'énergie en convertissant cette question globale sur l'énergie elle-même en conflit polarisé autour de deux modes de production, de types de production d'énergie. Et je pense que ce mouvement-là de scission d'un objet conceptuel en deux autres objets artificiellement construits afin de substituer
un débat fondamental sur une question fondamentale par un débat stérile, mais permanent, est potentiellement une stratégie collective favorable, alors là, pas du tout à nos intérêts de long terme, mais favorable à l'espèce en tant qu'elle est une espèce parmi d'autres dans son évolution tout court, à court terme. C'est cette succession de court terme lors desquels on évite de se rappeler des questions fondamentales qui régentent le long terme, est pour moi catalysée par les conflits permanents. C'est vraiment, je pense, structurel et je dirais même que sur le plan anthropologique, l'humanité serait cette espèce, je développe un peu ça plus précisément dans mes livres, mais est cette espèce qui a, au lieu de gérer des conflits permanents entre l'interne de l'organisation de l'espèce et l'extérieur, c'est le milieu, étant donné que l'espèce humaine s'est quand même très très affranchie des contraintes de la régulation par le milieu, parce qu'elle est capable de déréguler l'exploitation des ressources, elle a acquis des avantages qui font qu'elle est plus prédatée, elle est plus chassée, elle se nourrit très bien, mais elle a quand même besoin du conflit parce qu'elle ne peut pas se permettre de tout regarder en face. C'est beaucoup trop vertigineux de se dire que, de façon sûre, parce qu'on l'a fait des tas et des tas de fois, couper une forêt pour remplacer ça par un champ, et ben, quelques décennies plus tard, c'est la stérilisation des terres. On le sait parfaitement, c'est dans nos cellules, dans tous les livres d'histoire, dans la Bible, on le sait, c'est dans toutes les mythologies que quand on coupe une forêt et qu'on fait de l'agriculture, à la fin, il n'y a plus rien, c'est stérile. C'est écrit ou symboliquement énoncé dans quasiment toutes les mythologies, en particulier les plus modernes, qui sont apparues après la période axiale. Et ça, on ne peut pas le voir en permanence. C'est insupportable. Et en plus, si on le regarde en permanence, on ne peut plus faire d'arbitrage de court terme qui favorise la croissance et l'acquisition d'avantages. Donc je vous suis tout à fait. Je pense conceptuellement, il est très intéressant de regrouper le nucléaire et les énergies renouvelables dans un même objet conceptuel parce qu'elles ont le même problème d'infrastructure, qu'elles ont le même problème de commencer leur vie au moment où elles sont les plus performantes et qu'ensuite leur service ne fait que se dégrader, et que là, on retrouve la question initiale qui devrait être celle qui devrait sous-tendre toute politique de transition énergétique, et pas un débat stérile nucléaire versus ENR. Je suis tout à fait d'accord avec vous. J'ai l'impression qu'il y a deux voies possibles pour réduire la consommation d'énergie du système. La première, celle que vous dites, qui est à l'échelle individuelle de peut-être réduire nos moyens et donc notre force d'action finalement, qui passerait par une réduction de notre pouvoir d'achat, de notre argent, bref, de notre consommation d'énergie. Ça, c'est une voie qui est possible et certainement très difficile. Une autre voie qui pourrait être possible, j'ai l'impression, c'est d'utiliser l'énergie à laquelle on a accès pour la retourner contre le système lui-même, un peu à la manière d'une cellule un peu cancéreuse qui se nourrit du glucose du corps, qui utilise l'énergie du corps, mais en fait qui, à la fin, va à l'encontre du fonctionnement du corps. Comme les freins à courant de Foucault sur un camion, qui vont utiliser la vitesse du camion, l'énergie du camion, pour finalement faire freiner le camion. Bon, ce que tu envisages là est plutôt une forme de guerre asymétrique, je dirais, avec une optimisation de l'usage de l'énergie pour des stratégies performantes pour rompre les infrastructures ou attaquer les infrastructures du système et éventuellement le faire vaciller. On a déjà sûrement vu des guerres asymétriques lors desquelles ceux qui avaient peu de moyens ont fini par perturber vraiment le système. Mais aujourd'hui, on a quand même un souci, c'est que si on veut utiliser de l'énergie pour lutter contre le système, personne d'autre que le système lui-même n'est capable de la fournir, cette énergie. C'est ça le problème. Je l'ai dit dans une conférence passée, un peu ironiquement, mais nous sommes tous des Rockefeller, en fait. Parce que celui qui a mis la main sur le premier baril de pétrole et qui a ensuite enclenché toute la construction de la société Conseil, les 7 sœurs, les 7 pétrolières qui ont ensuite fait le monde qu'on connaît, façonné le monde qu'on connaît, elles ont eu la main sur la ressource et elles l'ont toujours, et personne ne peut plus, que ce soit pour le pétrole, le charbon, le gaz ou même les énergies de substitution, personne ne peut plus accéder de façon libre et souveraine à ces ressources-là. C'est fait, c'est trop tard. Il y a d'autres sources d'énergie, l'alimentation. Mais c'est pareil, l'agriculture, pour avoir suffisamment
calories pour nourrir, je ne sais pas, une armée de fantassins qui aurait suffisamment d'énergie pour retourner cette énergie contre le système, à mon sens, c'est totalement fantasmagorique. Je ne sais pas exactement quel est le présupposé politique qui sous-tend tes questions. Je suis réservé quant à la possibilité de les mettre en œuvre. On n'a pas la main sur l'appropriation de l'énergie. Je suis obligé de conclure comme ça, même pour se retourner contre les aspects toxiques de l'appropriation de l'énergie. Et par contre, je serais surpris, enfin peut-être heureusement surpris qu'on arrive à faire mieux, mais là, je ne vois pas. J'aimerais parler un petit peu du coup d'imaginaire. Moi, je discutais avec ma grand-mère il y a quelques années, elle m'expliquait que le pouvoir d'achat, elle dépensait entre 30 et 40% de son salaire dans l'alimentation. Et que maintenant, il y a l'indice Big Mac, toutes ces choses-là, qui nous montrent bien que moins on dépense dans notre alimentation, dans nos besoins vitaux, plus on a du pouvoir d'achat. On peut aller faire des loisirs et autres. Si maintenant, on cherche forcément à baisser le PIB, mais qu'au contraire, on se dirait, bon, ben, on ne peut pas changer ça, c'est trop une machine qui lance. Si on replaçait justement notre économie sur l'alimentation, et que, on n'ait plus trop d'ingénieurs, de personnes dans l'administration de plus en plus complexe pour satisfaire notre besoin, on envoyait toutes ces personnes-là dans le champ, tous gaiement, etc. On serait contents de tous aller se nourrir. J'ai conscience que c'est peut-être un imaginaire, on est tous beaux, on est tous gentils, mais est-ce qu'il n'y aurait pas justement une autre voie qu'un fatalisme, que la machine est tellement grosse et qu'on n'a plus la main, par exemple, sur les énergies, mais qu'on pourrait se dire que localement, on arrive à, certes avec une quantité moindre, mais à se réapproprier, par exemple, l'énergie du soleil, non plus par des cellules photovoltaïques nécessitant du cuivre, mais par des capteurs d'ardoise qu'on récupérerait, par exemple, dans la Bretagne, où il y a de l'ardoise. Et donc, du coup, qu'on réfléchisse plus localement, plus raisonnablement, et qu'on arrive à penser une société qui serait durable et raisonnable sur le long terme. Je répondrai un petit peu de la même façon que pour le low-tech tout à l'heure. On ne sait pas comment l'avenir va s'organiser de façon précise, et donc on ne sait pas exactement quels modèles politiques, techniques, économiques vont prendre le pas, déjà dans l'ensemble, et puis en fonction des moments. Et donc il paraît intéressant, comme je le disais pour le low-tech, de vraiment tout explorer. Alors, il y a peut-être besoin d'être porté par un récit quand on investit le local, d'être porté par un récit qui dit le local va être la solution, parce que c'est ce qui motive, c'est ce qui donne envie de se lever le matin pour aller dans le champ plutôt que dans un travail plus confortable sur le plan physique, etc. C'est un moindre mal que d'avoir une illusion, à mon sens, de dire le local c'est la solution de demain, donc je l'investis parce que peut-être que, fortuitement ou parce que c'est comme ça, le local va vraiment aider à un moment donné. Je ne sais pas. Et dans ce cas-là, ça aurait été une très bonne option, peut-être même au-delà du local, pour le collectif. C'est d'ailleurs le travail de Stéphane Linou notamment, que de dire nos sociétés sont très complexes, trop complexes, il peut y avoir parfois des ruptures d'approvisionnement, il faut absolument que les communautés, les collectivités locales soient capables d'avoir du stock ou d'avoir des flux alimentaires locaux et appropriables facilement en cas d'urgence. Donc très bien, moi j'ai pas de réserve par rapport à ça. S'il faut un récit un petit peu héroïque pour que les gens se motivent à faire ça, pourquoi pas. Ma posture à moi, c'est de dire peut-être que ça ne marchera pas, et donc faites-le. Si jamais un jour vous êtes déçu parce que ça n'a pas marché, moi je serai là pour dire les raisons pour lesquelles ça n'a pas marché, et on pourra continuer à discuter. Pourquoi je pense que ça pourrait ne pas marcher, les stratégies fondées sur le local, et éventuellement le low-tech, etc. Là encore, parce que ça provient, à mon sens, d'une pensée très autocentrée, qui est vraiment au-delà d'une construction culturelle de nos sociétés, qui est vraiment ancrée dans nos fonctionnements cognitifs, nous, occidentaux. De penser que l'individu est capable, quelque part, ou des micro-collectifs sont capables de s'autonomiser parce qu'ils auront fait les efforts suffisants, développé les techniques suffisantes. Mais, comme je le disais tout à l'heure, un objet vivant, un être vivant, ça n'existe pas par soi-même.
ça existe par des flux extérieurs, des interactions très complexes avec un milieu très complexe. Et ça va toujours dans ce sens-là. Il n'y a que l'esprit humain qui inverse la causalité. Et les chasseurs-cueilleurs, pour reparler d'eux, à aucun moment, ils se considéraient comme autonomes dans leur milieu. Ce concept n'existait pas. Enfin, ils se considéraient en interaction permanente avec des choses même qui les dépassaient et dont ils connaissaient leur dépendance infinie. Ce qui veut dire, quand on fait du local aujourd'hui dans une société thermo-industrielle, on a l'impression que c'est local, mais ça ne l'est jamais. Les communautés qui se pensent isolées aujourd'hui ou qui tendent vers l'isolement aujourd'hui peuvent l'être ponctuellement, mais déjà on l'a vu avec la crise sanitaire, c'est pas tout à fait étanche, une communauté locale. Et puis en fait, il y a un critère qu'on oublie encore plus, à plus forte raison que nos sociétés ont oublié ce que c'était que les conflits, et en particulier les conflits armés. Les micro-localités, c'est totalement défaillant quand il y a des conflits d'ampleur. Parce que les micro-localités ne sont pas capables de se défendre à l'échelle de conflits, mettons à l'échelle d'un pays comme la France. Donc, et à ce moment-là, ces communautés-là sont obligées de retisser le lien avec la société avec laquelle elles pensaient que le lien était rompu, ou en tout cas de laquelle elles pensaient que le lien pouvait se rompre. Donc, oui, faut le faire, et à un moment donné, quand même, se rappeler qu'on ne peut pas couper les liens avec le reste du monde, c'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Je ne sais pas si j'ai été très clair ou si je réponds à votre question. Tout à fait. J'ai compris qu'il fallait nuancer, je suis tout à fait d'accord. Ouais. Oui, je voulais demander dans quelle mesure, pour vous, l'idée d'une sécurité sociale alimentaire irait dans le bon sens, notamment celle de mettre justement un peu en tension cette idée du local ou du micro. Pareil, vraiment c'est une réponse... et là pour le coup j'aurais une affinité pour cette réponse-là. Je suis de construction culturelle et idéologique. J'ai été façonné par les services publics. Voilà. C'est quelque chose qui me tient à cœur et je pense qu'il faut pouvoir... à l'encontre des perspectives contemporaines en France, c'est évident, il faut pouvoir réinvestir, à mon sens, une forme de stabilité et de collectivisation de ce qui est le substrat vital des sociétés. Je suis plutôt de cette idéologie-là sur le plan personnel et si j'ai une prescription à faire, elle serait plutôt de cet ordre-là. Et pour le coup, pas local. C'est difficile de faire ça de façon isolée dans son coin, donc c'est vraiment des systèmes de solidarité à l'échelle et stabilisés parce que non inféodés au choix de quelques-uns qui privatiseraient tel ou tel service. Donc là encore, je ne sais pas si je réponds bien à votre question, mais j'irai plutôt dans votre sens. C'est ce que vous vouliez... non, c'est bien. Moi, je pensais aussi à cette idée qu'une des 4 mesures que vous proposez là, c'était notamment de rompre avec les logiques un peu assurantielles en fait. Oui. Toutes celles qui font qu'on a finalement on a un train de vie élevé et du coup des conséquences énergétiques et matérielles fortes. Est-ce que du coup cette sorte de garantie est plutôt du coup une assurance qu'il faudrait avoir en plus ou... Je vais rappeler les 4 points effectivement que je propose dans le livre. Donc réduire revenu PIB, travailler de ses mains, mais ça c'est une conséquence quasiment directe si vraiment on réduit la dépendance aux hydrocarbures. Partager, ça c'est une évidence à la fois morale et stratégique, c'est-à-dire que si on ne partage pas les ressources au mieux, on génère du conflit. Et donc on n'est pas sûr même de résoudre des problèmes écologiques. Plus il y a de conflits, moins on est sûr d'avoir la main sur la tempérance des sociétés. Et puis j'ai ajouté effectivement ce point plus récemment, quitter les systèmes d'assurance, les garanties que nous avons dans nos sociétés et qu'on ne voit plus du tout tellement nous les avons intégrées comme des évidences. Mais pour le peu que j'en ai lu, l'assurance habitation, l'assurance voiture, l'assurance individuelle, voilà, pour n'importe quel pépin. Et puis il y a d'autres types d'assurances, chômage, santé. Aujourd'hui, dans nos sociétés, ce sont des garanties qui sont totalement dépendantes des hydrocarbures, plus ou moins directement, mais de la génération de PIB qui est sous-tendue par 83% de consommation d'hydrocarbures. Donc ce lien, il est direct, et il est même pire que ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ces garanties assurantielles ne fonctionnent que sur le système spéculatif. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout les capitaux pour assurer ces garanties-là en dehors de la spéculation boursière.
Donc oui, si on veut vraiment s'engager dans la réduction de l'emprise de l'ensemble de l'humanité sur son milieu, il faut aussi penser à ça. C'est ça que je voulais dire dans le livre. Est-ce que ça peut se substituer par des garanties différentes, non fondées sur le même modèle qu'aujourd'hui? Oui, on le sait, il y a déjà eu des exemples, mais il faut bien intégrer que, et c'est très important, ce ne sera plus les mêmes. Le chômage, c'est une garantie que très peu de pays ont. La santé n'est plus du tout remboursée de la même façon si on quitte les systèmes d'assurance tels qu'ils existent aujourd'hui, etc., etc. Donc, oui, il faut réformer les systèmes d'assurance tout en disant qu'ils ne seront plus les mêmes si on veut vraiment protéger l'environnement. Et on en revient toujours à la même question, est-ce qu'on va y arriver? Et est-ce qu'on fera des arbitrages suffisamment collectifs pour que nous, qui sommes les plus privilégiés de la planète, parvenions à non seulement faire ces arbitrages, mais faire en sorte qu'en plus, ces arbitrages positifs soient partagés avec l'ensemble des autres humains de la planète. C'est là où moi j'ai des réserves, de toute façon on ne le voit pas, donc les réserves sont légitimes. Et c'est là où je rejoins ta question tout à l'heure, Nicolas. Il faut être clair sur ses propres ambivalences et ses propres incapacités à faire pour soi-même parfois des choix qu'on devrait faire, qu'on doit faire. Moi je suis en échec, je vous le dis. C'est en partie pour ça que je m'interdis d'être prescripteur, parce que je ne peux pas me permettre de dire « faites comme moi, je fais déjà pas bien ». Voilà. J'essaye de faire au mieux, mais clairement, je vis dans un pays où je fais par la force des choses partie des 20% des humains les plus riches et les plus destructeurs de la planète. Voilà. Mais quand on a dit ça, on ne peut pas se permettre de faire la morale aux 80% des autres humains. C'est compliqué, je pense. Merci pour tous vos éléments. J'avais une petite question. Tout à l'heure, vous avez évoqué rapidement le fait que c'était absolument essentiel pour un groupe humain de pouvoir se défendre contre des agressions possibles extérieures d'autres groupes humains. Une question qui me revient assez souvent, que je trouve peu évoquée, donc je ne sais pas si elle est stupide ou pertinente, et vous me le direz, c'est que quelque part, mettons qu'en tant que société française, nous acceptions de réduire notre niveau de vie artificiellement par un moyen ou par un autre, purement dans l'hypothétique, on consentirait alors à voir notre pouvoir militaire, notre capacité à nous défendre, diminuer substantiellement. Et quelque part, dans un problème de théorie des jeux relativement simple, personne d'autre n'aura intérêt... Enfin, c'est certainement très classique, mais je perçois une espèce de limite militaire. Donc d'abord, est-ce que vous partagez ce constat, cette limite-là, et qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'il y a un espèce d'antagonisme entre l'orgueil des nations, le conflit des groupes humains entre eux et l'écologie? Voilà. Comment vous percevez ça? C'est presque idéal que vous, puisqu'on arrive à la fin, je crois, que vous concluiez cet échange par la question fondamentale parmi les fondamentales. On parlait d'énergie tout à l'heure, comment on parvient à ne pas voir les problèmes en créant des débats stériles et qui ne font rien avancer. La question de la rivalité est peut-être celle qui est la plus occultée dans nos sociétés qui se croient libres. Et quand on vit dans une société qui se croit libre, il y a dans le récit de la liberté tout le matériel pour dissimuler, occulter toutes les limites à la liberté, et en particulier la rivalité avec d'autres, qui pourraient éventuellement empêcher la liberté de se manifester, de se révéler, d'être investi, que ce soit réel ou fantasmé, etc. Et alors je vais juste parler d'un mouvement sémantique qui je pense est important de comprendre. Aujourd'hui, on discute écologie en opposant écologie politique, avenir, en opposant la compétition avec la coopération. Voilà. Je pense que tout le monde voit bien cette dichotomie. C'est encore une dichotomie artificielle à mon sens. Et je pense que cette opposition est fausse et qu'en fait elle sert à dissimuler quelque chose qui est le cadre, qui est celui de la compétition, c'est l'ensemble des règles qui sont inhérentes au fait d'être vivant. Si on a de l'énergie, on vit, si on n'a pas d'énergie, on meurt. Voilà, ça c'est une règle, pas le choix, c'est comme ça.
Si on parvient à se reproduire, la société peut continuer, c'est une règle, c'est comme ça, il n'y a pas le choix. Si on parvient à résister au virus, on survit. Le cadre de la compétition, il est autoritaire, arbitraire, et il est pour tout le monde. Voilà, c'est le cadre. C'est un peu comme quand on joue au football, il y a des règles, il faut les respecter. Si on ne respecte pas les règles, on ne joue pas au football. Ça, c'est la compétition, c'est pour tout le monde pareil. Et puis il y a la coopération, donc c'est une stratégie qui permet aux sociétés d'avancer, l'espèce humaine étant l'espèce la plus coopérative de toutes, ça c'est acquis. Et puis en fait, il y a un troisième élément qui est la rivalité. Et la rivalité, c'est pas la compétition, puisque la compétition, c'est le cadre. La rivalité, c'est ce qui se passe entre deux équipes de football quand elles s'opposent sur un terrain de football dans le cadre d'une compétition. Les équipes de football, elles ne se battent pas contre les lignes blanches ou la taille des cages. Elles ne font pas ça. Ça, c'est le cadre. La compétition est définie comme ça. Pour nous, la compétition pour l'existence, elle a un cadre définissant. On ne peut pas le bouger. Il est comme ça. La thermodynamique, par exemple, la sélection naturelle. Ce cadre-là, c'est inamovible. Et en fait, nos sociétés ont réussi à amalgamer le cadre avec la rivalité, qui est donc l'opposition entre deux groupes, pour finalement opposer le cadre à la coopération, comme si le cadre n'existait pas. C'est ça que nos sociétés ont réussi à faire en opposant compétition et coopération. Il n'y a que ça dans les discours, mais où est le cadre? Où sont les limites? Donc, je vous rejoins. Potentiellement, dans le cadre de la compétition pour l'existence, ce qui nous empêche de mettre en place les meilleurs choix possibles pour le milieu, pour l'environnement, pour l'avenir, dans le cadre de la compétition, c'est que nous sommes rivaux, tout le temps, pour faire des choix. Tout le temps. Il n'y a pas une décision qui n'est pas prise en fonction des intérêts d'autres personnes sur le périmètre de la décision qu'on doit prendre. Ça n'arrive jamais. Mais nous, on ne le voit pas, on ne le voit jamais. Et en ne le voyant pas, on peut par exemple se dire que on peut faire de la décroissance. Je rejoins la question de monsieur. Factuellement, on n'y arrive pas. Et je n'ai de cesse que de dire, si on ne parvient pas à faire de la décroissance, c'est peut-être parce que le premier pays qui s'y mettrait subirait la rivalité, comme vous le disiez, des pays autour d'eux. Mais comme on ne peut même pas le dire, parce que la rivalité n'existe plus dans le débat et qu'il n'y a que compétition contre coopération, on ne peut même plus penser l'impossibilité politique. Le récit de la liberté, nos sociétés ont été d'une puissance dans la narration qui quelque part, aujourd'hui, nous empêche de penser la réalité. Alors, c'est commode parce que moi aussi, quelque part, ça m'arrange de me laisser porter par... je pourrais même quelque part dire que c'est un peu lâche, de dire, moi, j'ai pas besoin de faire plus d'efforts parce que finalement, le dilemme du prisonnier, la théorie des jeux, la compétition, la rivalité, tout ça, ça me défausse. Je peux me laisser porter. Mais en fait, non. J'ai l'impression d'être encore plus responsable des décisions que je prends parce que justement, je sais qu'elles sont engoncées, que j'ai très peu de marge de manœuvre et que si je ne prends pas les meilleures décisions possibles, c'est encore pire pour tout le monde demain. Voilà, j'ai l'impression que pouvoir tout dire, ça me permet de repenser et d'être, pour le coup, je vais reprendre un terme de développement personnel, plus aligné. Ça, si je m'y attendais. Je m'y attendais pas non plus. Ouais, c'est une surprise. À la fin de cet enregistrement, mais pas de notre échange, Vincent, j'ai une question d'ouverture. Est-ce que et de développement personnel dans quelle énergie est-ce que tu te trouves aujourd'hui et qu'est-ce qu'on te souhaite quelle planche d'opportunité on te souhaite pour les semaines et les mois qui viennent? Est-ce que c'est la promotion de ce livre? Est-ce que tu travailles déjà sur des sujets connexes? Qu'est-ce que tu fais dans les mois qui viennent? Eh bien, alors déjà, d'une part, effectivement, la promotion du livre. Je suis un peu un funambule en ce moment, parce que je discute sur ce sujet de la transition énergétique, je discute avec des personnes qui ont effectivement investi la transition, que ce soit des nucléarophiles ou des promoteurs des ENR. Et je me demande dans quelle mesure les hypothèses que j'avance ne leur font pas un peu violence, donc j'y vais doucement. Et puis j'attends surtout qu'ils les réfutent, ou au moins qu'ils les nuancent. Pour l'instant, je discute beaucoup et j'ai pas de réfutation satisfaisante. Donc je continue à avancer là-dessus, d'une part à promouvoir, mais surtout à confronter les hypothèses. Parce que moi aussi, je veux m'en débarrasser, je préférerais qu'on puisse faire une transition. Donc ça, ça va me prendre plusieurs mois, je pense.
Et si je m'investis sur un autre sujet dans les mois qui viennent, ça sera, on n'en a pas beaucoup parlé, mais un peu quand même, ça sera d'approfondir encore cette question de la théorie écologique de l'esprit. C'est qu'est-ce qui fait que dans l'esprit humain, on est justement capable de poser tous ces dénis, de substituer la réalité par un récit auquel on croit plus que la réalité perçue, ce qui est quand même une performance évolutive incroyable. Voilà, c'est cette capacité que l'humain a de concevoir dans sa tête des objets permanents, alors que pour ceux que j'en lis, j'ai l'impression que chez les animaux, ça n'est pas vraiment possible et que c'est plus des flux d'informations et une continuité phénoménologique. Donc voilà, c'est les questions que j'aimerais approfondir si mon attention me le permet et si le temps me le permet. C'est toujours cette théorie écologique de l'esprit qui me stimule. On te recevra avec ta table ouverte chez nous, on te recevra toujours avec le même plaisir. Je disais qu'on te recevrait toujours avec le même plaisir sur les sujets de ton choix. Ta table ouverte au Café Collab, on va arrêter là le streaming, mais ça ne nous empêche pas dans la salle de continuer à échanger avec toi dans le temps que tu voudras nous accorder. Je te remercie d'être venu en voisin. Et puis merci à ceux qui étaient en ligne. Et puis désolé, là ça devient un peu plus exclusif encore que ça l'était déjà. Voilà, merci.